les produits c'est bien, les gestes c'est beaucoup mieux. Quelques bons aussi, un bon équipement. Une bonne brosse, et les bons gestes aussi adaptés à sa texture de cheveux parce qu'on a tous des textures différentes. Pour certaines personnes, juste un peine ça peut suffire. Je cherchais un moyen de me lisser les cheveux sans chaleur pour ne pas les abîmer et justement je suis tombée sur le AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. On va parler de la santé et de la beauté de vos cheveux ce matin avec mon invité. Alors je reçois Gabrielle, mais tout le monde vous connaît sous votre pseudo, la petite Gabi. Tout à fait, c'est comme moi, il n'y a ça que moi qui m'y fais pas. Non ouais, tout le monde m'appelle spontanément Gabi parce que c'est ce qui me va le mieux je pense. Ouais. Et la petite Gabi, c'est votre extension sur les réseaux. Tout à fait. Et c'est parce que je suis petite et tout le monde m'appelle spontanément Petite Gabi et c'est resté. Le surnom est resté et voilà, ça me décrit bien. Bien. Alors on va parler des cheveux aujourd'hui puisque vous publiez votre nouveau livre, premier d'ailleurs, ça s'appelle Cheveux bouclés au naturel, chez Albin Michel, dans lequel vous partagez une technique ancestrale algérienne, originaire d'Algérie, le cardoun. Tout à fait. Vraiment, c'est une technique que j'ai découvert via mes pérégrinations sur YouTube et je cherchais un moyen de me lisser les cheveux sans chaleur pour ne pas les abîmer et justement je suis tombée sur le cardoun. Alors je sais que ma prononciation c'est pas celle qu'il faut mais oui et vraiment incroyable comme méthode pour lisser les cheveux. Elle consiste en quoi? Alors c'est un petit ruban orangé qu'on enroule en fait autour de nos cheveux tous les soirs pour les protéger et en fait ça les détend, ça les lisse et du coup ça nous fait un lissage je trouve même beaucoup mieux que les sèche-cheveux qu'on trouve maintenant sur le commerce. D'accord, ouais. mais le sèche-cheveux il lisse pas, il faut la pince. Ah oui, mais le cardoun, il suffit de brosser ses cheveux, même bouclés, ondulés, etc. Et on enroule nos cheveux avec, on tourne, on fait une grande natte avec le cardoun, on enroule, on serre très fort et on dort avec et le lendemain quand on l'enlève, on a les cheveux qui se sont raidis et plus on le fait, plus nos cheveux sont raides. J'adore. Et ça c'est vraiment un truc de grand-mère ça. Hein. Exactement. Et en fait ça protège les cheveux la nuit, ça évite la casse, ça évite plein de choses finalement. Donc c'est très bénéfique pour le cheveu. Et vraiment super tradition, super culture que j'ai découvert. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a le henné aussi. Henné vraiment... Alors on parle du henné mais on devrait dire les hennés. Ouais, exactement. Et puis, surtout pour les cheveux, il y a le henné pour les mains, mais il y a aussi sur les cheveux. Et sur les cheveux, pour renforcer, gainer la fibre capillaire, vraiment, moi, je suis fan depuis une dizaine d'années maintenant, quoi. D'accord. Et puis, les colorations au henné. Tout à fait. On peut dire plus coloration végétale. Parce qu'il y a d'autres poudres qui sont dedans, comme le katame, le brou de noix, qui vont donner d'autres teintes, d'autres sous-tons. Parce que le henné, en fait, de base, c'est une plante qui est, pure, qui a des sous-tons orangés roux, justement, pour faire du blond vénitien sur certaines... Alors, attendez, c'est pour parler de l'agent Fofo qui réalise l'émission. Voilà. Et pour arriver à ce blond un peu roux. Voilà, c'est ça. Sur les cheveux qui sont très clairs, en tout cas un sous-ton blond, ça peut donner effectivement du blond vénitien, le henné. Alors, la punchline de l'émission, c'est les produits, c'est bien, les gestes, c'est beaucoup mieux. Ouais, exactement. C'est ça que vous reteniez de l'émission et quelques bons aussi, un bon équipement. Exactement. Une bonne brosse déjà. Une bonne brosse, et les bons gestes aussi adaptés à sa texture de cheveux parce qu'on a tous des textures différentes. Ça va du cheveu ondulé aux cheveux crépus et effectivement des gestes qui sont adaptés aux cheveux ondulés ne le seront jamais sur des cheveux crépus et inversement, et c'est ça qui fait toute la beauté du cheveu texturé et justement le fait de trouver les bons gestes qui sont adaptés à notre texture, en tout cas c'est vraiment c'est un game changer comme on dit et effectivement pas forcément la brosse pour certaines personnes, juste un peine ça peut suffire mais effectivement ouais les bons gestes en tout cas moi je sais que les ploppings, enfin voilà ça les plopping. Là il faut expliquer alors là, vous faites ce que vous voulez mais vous nous expliquez. Alors il y a le glossaire dans votre livre. Ouais, il y a un glossaire pour expliquer tous ces termes qui peuvent être un petit peu paraître un tout petit peu technique, effrayant pour certaines personnes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a toujours appris on sait coiffer des cheveux lisses instinctivement, mais les cheveux ondulés, les cheveux bouclés, on nous a jamais appris. Enfin, en tout cas, c'est vrai que moi j'ai dû tout réapprendre il y a une dizaine d'années et même aujourd'hui je continue à découvrir plein de gestes, plein de façons de faire différentes qui sont plus ou moins adaptées. En tout cas, c'est à tester sur chacun des cheveux. Et par exemple, moi je sais que ma routine elle est composée d'un shampoing, d'un après-shampoing. J'adore la méthode du bol.
Donc, on expliquera ce que c'est que la méthode du bol. Voilà, la méthode du bol. Et ensuite, je fais un plopping, je mets mes produits, crème sans rinçage, gelée hydratante. Et après, je sèche, je diffuse. Mais là, ça fait combien? Ça fait 5-6 produits au moins? 4 au minimum. Voilà. Parce qu'on se moque de ceux qui ont des skincare et des routines skincare un peu longues, mais là, c'est quand même c'est bien déjà comme routine capillaire. Shampoing après shampoing, normalement, c'est pour les personnes aux cheveux longs. C'est censé être la base. Et puis après, c'est vrai que pour les cheveux bouclés, souvent, les cheveux bouclés ont besoin d'un petit peu plus de nutrition et d'hydratation. Donc c'est vrai que oui, une petite crème sans rinçage et une gelée coiffante, une gelée hydratante surtout, ouais. Bon, on va expliquer un petit peu votre parcours. Hein. Première expérience professionnelle dans la gestion. Ensuite, vous décidez de vivre de vos passions, la photographie. Et puis, ça payait pas des masses. Donc, vous êtes retourné dans la vraie vie. Retravailler avec ce qu'on appelle des jobs alimentaires. Tout à fait. Et puis, arrive le début des blogs. Ah ouais. Comment vous avez l'idée, vous, de lancer votre blog sur les cheveux, qui n'était pas que sur les cheveux au début? Non, exactement. Au début, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un attrait pour la photo, la création artistique, etc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ma transition capillaire, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, en fait, on n'en parlait pas. Les gens ne s'intéressaient pas nécessairement au naturel. La mode, c'était le lissage brésilien, etc. Et quand moi, j'ai voulu retrouver mes boucles, j'étais une des premières. Et les seuls qui parlaient du naturel à l'époque, en fait, c'était un blog, mais c'était une femme aux cheveux lisses. Et en fait, les rituels de coiffage n'étaient pas forcément adaptés à ma nature de cheveux, qui forcément, avec la transition, redevenait de plus en plus bouclée. Et en fait, c'est surtout, notamment grâce aux femmes noires, que j'ai pu découvrir plein d'astuces, en tout cas comprendre le pourquoi du comment, m'intéresser surtout aux compositions pour pouvoir les décrypter, expliquer ce qu'il y a dedans exactement, parce que c'est ça aussi tout l'intérêt, comprendre ce qu'on se met sur les cheveux. Et ça m'a mené en fait à retrouver déjà ma nature de cheveux, à les sublimer avec 3 fois rien. Et en fait, les gens dans la rue m'arrêtaient, et je travaillais dans le commerce, et donc on me disait: ah, mais vous avez des trop beaux cheveux, comment vous faites pour les avoir aussi longs, bouclés? Et quand je leur disais que je mettais du henné, que je faisais du cardoon, que je mettais du gel de lin, les gens ils me regardaient avec des yeux: mais pourquoi vous faites pas une chaîne YouTube? Parce que nous, on veut comprendre ce que vous nous racontez. Et comme j'avais déjà toute l'expérience photographique et que je faisais aussi un peu de vidéo, du coup, c'était très simple pour moi de mettre mon contenu sur les réseaux, quoi. Donc vous basculez sur YouTube, et là, premier succès, la technique du wrap. C'est ça. Pour lisser les cheveux bouclés sans chaleur. Tout à fait. Je m'y attendais pas du tout. Premier succès. Bon, c'était calme à l'époque, c'était 20 000. Ouais, voilà. Aujourd'hui, la vidéo a dépassé les 100 000. Hein. Ouais, mais comme quoi, faut faire ce qu'on aime dans la vie. Si ça nous anime, si c'est une passion, pourquoi ne pas se lancer dedans? Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça... j'ai un succès... très raisonnable. Et en fait, il y avait en tout cas cet engouement, on le sentait, qu'il y avait de plus en plus de femmes, parce que c'est majoritairement les femmes qui s'intéressent à ce sujet-là, qui justement souhaitaient retrouver leur nature de cheveux et les sublimer, avec 3 fois rien, quoi. Quelle nature de cheveux avez-vous? Moi, j'ai des cheveux ondulés, avec un tout petit peu de boucles qui se baladent par-ci par-là, mais oui, plus ondulés. Plutôt ondulés. Plutôt ondulés, et plus jeune, j'étais vraiment bouclée, mais j'ai fait des défrisages, et depuis, c'est plus jamais revenu. Bon, vous avez massacré vos cheveux. Évidemment. Comment vous expliquez, d'ailleurs, qu'on peut être bouclé petit, qu'avec le temps, on perd ces belles boucles? Et ça, c'est expliqué dans le livre, justement. C'est entre autres grâce aux bouleversements hormonaux, à la puberté, etc. Et moi, je sais que je suis passée de lisse à bouclé, de relisse et à rebouclé. Et maintenant, je suis plus ondulée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui ont notamment des cancers et qui sont en chimiothérapie, qui m'écrivent justement quand leurs cheveux repoussent après le cancer, qui me disent écoute, je comprends pas, j'ai plus du tout la même nature de cheveux, j'ai des cheveux bouclés, ondulés, elles sont perdues, les gestes qu'elles font, elles savent pas comment les gérer. En fait, quand elles tombent sur mon compte ou celui de mes consoeurs, souvent on a des messages de remerciements qui sont tellement touchants, en fait, parce qu'elles arrivent du coup. Et comment on explique que leur nature de cheveux bascule? Les traitements, surtout avec l'hormonothérapie pour les cancers, etc. C'est des traitements qui sont très lourds et qui bouleversent énormément les hormones. Et donc forcément... D'ailleurs, je crois que dans les études scientifiques, ils n'ont même pas su expliquer pourquoi, et c'est peut-être pas un sujet qui les intéresse pour l'instant. Qui les intéresse aussi, oui. Le patient est vivant. Je suppose que c'est déjà bien. Oui, après on s'occupe beaucoup sur la question de la repousse. Exactement. Et du volume, puisque c'est une vraie question après. Exactement. Vive l'huile de ricin.
Aussi, après pas pour tout le monde parce qu'il y a des personnes, il y a des cheveux, les cheveux très fins avec une porosité très faible, ils vont détester l'huile de ricin. Alors attendez, vous avez prononcé un mot qui est fondamental. La porosité. Ouais. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour ceux qui veulent entreprendre une transition capillaire de comprendre ce concept de porosité? Alors moi je sais que, quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à découvrir toutes les spécificités, et notamment grâce aux femmes avec les cheveux afro, elles parlaient énormément de ce concept de porosité, et en fait elles expliquaient qu'effectivement certains soins sur elles n'étaient absolument pas pertinents parce que ça ne faisait rien dans leurs cheveux. Par contre ce même soin sur un cheveu lisse, ça allait les graisser, les poisser, etc. Et en fait la porosité, c'est la capacité du cheveu à absorber un soin, on va dire plus ou moins riche. Donc il y a des crèmes qui peuvent être formulées aujourd'hui jusqu'à 50% d'huile végétale, donc ce qui est énorme. Et donc c'est comme si on mettait 50% d'huile végétale sur ses cheveux. Il y a des cheveux qui tolèrent très très bien l'huile. Les miens adorent. Je peux mettre de l'huile sur mes cheveux, 2 heures après, il n'y a plus rien. Ils sont tout doux, ils sont tout beaux, ils ont bu l'huile, ils se sont entre guillemets nourris de cette huile. Donc ils sont poreux. Ils sont poreux et justement, moi ça me convient très très bien l'huile de ricin. En revanche, il y a des personnes qui ont des cheveux déjà qui ont une densité moindre et qui ont une porosité plus faible, et donc l'huile ne va pas pénétrer entre guillemets sous les écailles, et donc ça va rester à la surface du cheveu. Et quand elles vont vouloir le laver, là elles vont devoir faire 3 lavages, et du coup c'est vrai qu'utiliser de l'huile de ricin dans leur cas c'est pas du tout pertinent. Si elles veulent stimuler la pousse, il y a des soins à base d'eau aujourd'hui avec justement sans huile qu'elles peuvent mettre directement en racine. Justement pour stimuler la pousse. Il y a plein de soins aujourd'hui pour la pousse qui sont à queue, on dit. À queue. Ouais. Donc à base d'eau. À base d'eau. Mais d'ailleurs, une grande majorité de produits capillaires sont à base d'eau. Hein. Oui. C'est même majoritairement de l'eau. Hein. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, les soins pour la pousse, avant, c'est vrai qu'on parlait beaucoup des bains d'huile. Et justement, les soins pour les porosités plus faibles, c'était pas énormément démocratisé. Et donc, on avait du coup plein de personnes qui n'arrivaient pas à rincer leur bas d'huile, qui avaient des cheveux super gras. Et donc c'est vrai que ça leur convenait pas du tout, ou alors même le fait d'expliquer de diluer une huile de ricin pure avec une huile qui est beaucoup moins visqueuse, et d'utiliser juste simplement le résidu qu'on a sur ses mains et uniquement sur les pointes. Ça pour elles ça peut être un bain d'huile au lieu de verser toute la bouteille sur leurs cheveux. C'est un truc de grand-mère aussi. Voilà. Comment on évalue la porosité de ses cheveux? En général, il suffit de prendre l'huile d'olive qu'on a dans sa cuisine. On voit si on en met sur les pointes. Si ça reste pendant 3 jours, que ça fait poisseux, il y a de fortes chances qu'on ait une porosité assez faible. En revanche, si on la met sur nos cheveux puis qu'il n'y a plus rien au bout de 5 minutes, je caricature, mais il y a une forte chance qu'il y ait une grande porosité. Il y a des tests sur Internet. Ça marche pas? Ça sert à quelque chose ou pas? Le test du verre d'eau, c'est un peu... Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Par exemple, le verre d'eau sur moi ça fonctionne pas. C'est-à-dire que moi mon cheveu il reste à la surface, il ne coule pas. Donc la mèche d'eau dans le verre d'eau. Oui, voilà, mettre. C'est faut expliquer aux gens. Exactement. La mèche d'eau dans le verre d'eau, ça fonctionne pas sur moi. Moi, ça me dit que j'ai une porosité faible. Et justement, au tout début de ma transition capillaire, je pensais que j'avais une porosité faible. Et justement, je me suis trompée dans plein de gestes. J'ai perdu plein de temps. Et c'est vrai que maintenant que j'ai compris que ma porosité était plus forte et que je pouvais cumuler une crème sans rinçage assez riche, une gelée coiffante et une huile, et en remettre aussi les jours suivants, c'est vrai que. Puis même quand on va chez le coiffeur, qu'on leur dit non, mais. Ces produits-là, par exemple, ne les utilise pas sur moi parce que je sais que le résultat, il sera pas pertinent. Part plutôt sur cette gamme-là, en tout cas quand on les connaît. Oui, il faut le connaître. C'est ça. Va, ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les cheveux bouclés, il y a, je sais pas si on a le droit de citer des marques, mais il y a des marques maintenant qui sont vendues chez les coiffeurs, notamment les Secrets de Loli. Et je sais que c'est une marque avec laquelle je travaille beaucoup et je connais tous les produits. Et quand une coiffeuse me dit non, je veux plutôt utiliser cette gamme-là, et je lui dis non, prends plutôt celle-là, ça sera plus, la routine sera plus long terme. Bien. Il faut en citer 3 des marques en général, sinon on va se faire taper dessus sur le... Alors en marque de produits naturels, produits tout faits, on a les Secrets de Loli, on peut avoir In Hair Care qui sont très bien, on a Calia Nature, Shaeri, vraiment il y en a plein. Après pour le DIY, pareil, on a Aromazone, Wham Cosmetics, voilà, plein de marques super cool. Voilà, petite Gabi est avec nous aujourd'hui. Vous êtes une des stars des réseaux sociaux, surtout sur les cheveux bouclés, texturés comme on dit. Et vous publiez votre premier livre, Cheveux bouclés au naturel, chez Albin Michel. Vous avez prononcé plusieurs fois l'expression. C'est quoi une transition capillaire ?
Alors une transition capillaire, c'est quand notamment on a fait des défrisages, des lissages brésiliens, des lissages au tanin, tanninoplastie, etc. Et qu'on n'a plus sa nature de base. Par exemple, si on est ondulé, bouclé, frisé au crépus et qu'on a défrisé nos cheveux, on a une espèce de matière qui est un petit peu raidie. Et la transition capillaire, en fait, c'est justement le fait de laisser ses cheveux repousser jusqu'à temps qu'on ait une longueur qui soit suffisante pour couper et retrouver, on va dire, sa texture originelle. Donc l'intégralité de la texture originelle, d'accord. C'est ça, et ça on peut le faire. On se débarrasse des vieux cheveux. Exactement, qui ne réagissent plus aux soins ou alors qui cassent énormément. Moi je sais que j'avais fait des frisages, des colorations, lissage brésilien à l'époque, et c'est vrai que dès que je passais un coup de brosse, j'avais plein de petites pailles dans le lavabo, plein de petites pailles blondes qui tombaient au moindre coup de brosse, quoi. Donc c'est vrai que... Alors vous avez longtemps cru que le cheveu lisse c'était le top. Ah ouais. Premier fer à lisser à quel âge ? 13-14 ans. 13-14 ans, et vraiment, je me souviens, je passais le lisseur avant d'aller en cours. Tous les matins, je me levais à 6h religieusement. Des fois, j'emmenais le lisseur dans le sac. À l'époque, il y avait des espèces de mini-lisseurs aussi qu'on branchait dans les toilettes. Baby lisse. Voilà. Exactement. Et ouais, les conversations des fois sur les lavabos, c'était à peine dangereux. À peine. Ouais. Et ouais, les conversations tournaient autour de quel était le meilleur lisseur. C'est ça qui était fou pour lisser tel ou tel type de cheveux. Comment est-ce qu'on a pu imposer la mode du lissage et de dire que finalement c'était la norme ? Parce qu'à un moment donné, c'était ça, c'était les cheveux baguettes. C'est vrai que dans les médias, dans les séries, il y avait très très peu de cheveux bouclés. Et les seuls cheveux bouclés qu'on voyait, notamment dans les séries comme Ugly Betty, Le Destin de Lisa, ou même dans un film récent, Le Diable s'habille en Prada, elles arrivent, entre guillemets, au début, elles sont avec des lunettes, cheveux bouclés, pas bien coiffées, pas bien maquillées, entre guillemets. Et après, il y a ce fameux glow-up, et là, d'un seul coup, elles ont les cheveux raides, tout beau, tout lisse, tout brillant. Alors c'est vrai que ça donne envie, mais c'est vrai que forcément, quand on est nourri à ça toute petite, que ce soit de façon indirecte dans les pubs, forcément, on pense toutes que le lissage, c'est mieux. Et puis même, moi je sais que dans mes expériences professionnelles, j'ai eu une fois un entretien où on me dit je t'embauche, mais pas avec... tu feras un effort sur tes cheveux, quoi. Voilà. Et pourtant, les professionnels de la coiffure vous disiez que vous aviez des cheveux crépus. Oui, pas du tout. Pas du tout. C'est dû à une méconnaissance, notamment des différentes textures de cheveux. Et ce qui est terrible, parce que du coup, forcément, on répète ces bêtises-là, alors que pas du tout. Et quand on se penche vraiment sur qu'est-ce qu'un cheveu crépus, on voit bien que mon cheveu, il est absolument pas crépus. Et que à une époque, effectivement, il était tout au mieux 3B. Mais il n'a jamais été crépus. Et c'est vrai que ce mot crépus, il est souvent confondu avec le cheveu mousseux, le cheveu aérien, qui gonfle, qui n'a rien à voir avec un cheveu crépus, qui est vraiment une boucle très très resserrée sur elle-même. Vous dites plutôt mousseux ? Oui, mousseux. Mousseux, aérien, léger, nuageux. Alors il y a une échelle qui existe, qui a été inventée par le coiffeur d'Oprah Winfrey. Tout à fait, André Walker, qui a classifié les cheveux selon la texture. Et en fait, cette échelle, elle a été légèrement reprise justement par toutes les curly du monde. En fait, elles se la sont un petit peu appropriées justement pour rajouter des types de boucles qui manquaient dans l'échelle originelle. Et donc, parce que de base, c'était l'épaisseur des cheveux qui primait. Et maintenant, c'est plus du tout l'épaisseur, c'est vraiment les types de boucles. Et maintenant, quand on regarde l'échelle, on peut facilement justement s'identifier et se dire ah oui, effectivement, mes cheveux ils ressemblent plus à ça, et donc peut-être adopter des gestes qui seront plus pertinents pour nous qu'une personne qui a une autre texture. Il y a plus de nuances en fait. Voilà, c'est ça. Sur l'échelle. Justement, ça aide à s'identifier et à peut-être suivre des personnes qui ont à peu près la même texture et se dire ah, si ce geste fonctionne sur elle, je peux peut-être essayer, et il y aura peut-être un résultat positif. J'ai l'impression que les hommes se sont mis aussi à... Ah oui, de plus en plus. Après, c'est vrai que les hommes... Au défrisage, au débouclage... Ah oui, il y a une époque, oui. Moi, je sais que mon meilleur ami... Au lissage, enfin des trucs... Ouais, mon meilleur ami, il a toujours eu les cheveux rasés jeunes parce que justement, c'était beaucoup plus compliqué pour lui de les entretenir, quoi. Enfin, il n'y avait pas tous les produits qu'il y a maintenant. C'est triste, hein. Mais les techniques aujourd'hui... parce que vous dites qu'en 30 ans... Finalement, les compositions n'ont pas tellement évolué sur les produits. C'est vrai que quand on regarde les Inky en détail, les Inky, ça s'appelle la liste des compositions, c'est la dénomination globale dans tout le monde, on appelle ça une liste Inky. Effectivement, un shampoing
toujours aujourd'hui, quand on va dans notre supermarché préféré, quand on regarde les shampoings, ça va toujours être de l'eau, des sulfates, donc ammonium lauryl, laureth sulfate, des ammonium lauryl ou laureth sulfate, enfin bon, toujours beaucoup de sulfate et des épaississants et du sel. Globalement, un shampoing, c'est ça aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on sait qu'on a une des plus grandes entreprises de cosmétiques en France, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Au monde, hein. Oui, voilà, au monde, c'est un petit peu dommage de trouver en fait des compositions qui datent d'il y a 30 ans, alors qu'il y a eu énormément Mais alors qu'ils communiquent énormément sur l'innovation. Oui, mais le temps que l'innovation redescende, au début, l'innovation, ils la mettent dans leur marque premium luxe plus, et ensuite ça redescend au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour trouver un shampoing à 2 € en supermarché sans sulfate, c'est compliqué, il faut se lever de bonne heure. Oui, non, c'est pas possible. Alors qu'il y a eu plein d'innovations technologiques. Aujourd'hui, on a des tensioactifs qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux de la fibre capillaire, et surtout qui vont surtout éviter de donner plein de pellicules. Mais je voulais revenir, parce que vous avez cramé vos cheveux hein, avec clairement, en les défrisant, en voulant les avoir raides. Pour celles qui nous écoutent, comment on fait pour ne pas tomber dans l'engrenage, et qu'est-ce qui est mauvais pour les cheveux ? Parce que les professionnels du cheveu vous poussent toujours avec le nouveau traitement. Oui, c'est ça. Alors moi, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai fait ma transition, je me suis plus jamais retournée chez un coiffeur parce que justement, il n'avait pas les bons gestes avec ma texture de cheveux. Et donc forcément, les mauvais produits, les mauvais gestes, plus un brushing où il tire sur les cheveux, et puis Bon, alors c'est bien, on ressort, on est un petit peu mignonnette du coiffeur, mais en fait, on se rend compte que 2 jours après, les cheveux, ça va pas du tout, ils sont super secs. Enfin, la pertinence des gestes. Donc, c'est vrai que moi, je fréquente quasiment plus les coiffeurs. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais il y a une époque où, oui, c'était surtout... on ressortait de là-dedans, on avait une expérience très négative de nous-mêmes en fait. Ah, vos cheveux ils sont crépus entre guillemets, ah ils sont super secs, ternes, rêches, tous les qualificatifs pour nous vendre aussi des soins supplémentaires. Oui, c'est ça, c'est pour vendre des soins. Oui. Parce que le cheveu c'est quand même un super business. Ah surtout que quand on regarde le business du lissage brésilien, tanninoplastie, etc., il y aura toujours de la repousse, donc il va falloir revenir pour refaire du soin. Et comme le cheveu, entre guillemets, en dessous, il n'est pas entretenu, il est fragilisé, surtout par les méthodes qui sont assez invasives, parce qu'on passe des plaques à plus de 230 degrés cette fois sur une mèche qui est hyper fine. Donc en fait, tout le process, il est délétère pour le cheveu, même si le résultat à court terme est très beau, j'en conviens. Donc c'est vrai que sur le long terme, en fait, on va avoir plus de casse, des cheveux qui s'affinent, un effet grignotage, c'est-à-dire que les fourches remontent, et au moment où il faut couper, on va couper beaucoup plus haut finalement. Et donc c'est vrai que moi, le coiffeur, j'y vais plus. J'y vais plus, je m'en porte mieux, ça me fait des économies. Et aujourd'hui, c'est vrai que... D'accord, mais est-ce que ça veut dire que vous coupez vos cheveux vous-même ? Oui, parce que la dernière... C'est pas dangereux, ça ? Alors sur les cheveux bouclés, c'est quand même un peu moins dangereux dans le sens où, quand on a beaucoup de volume, beaucoup de masse, on va dire qu'une erreur, ça se voit pas comme ça. C'est pas aussi visible que sur un cheveu qui est très raide, là où effectivement, il vaut mieux être en tout cas assisté d'une copine. Mais par exemple, j'ai eu une expérience malheureuse il y a quelques mois de ça chez un coiffeur pourtant spécialisé boucles. J'avais demandé une certaine coupe, je suis ressortie avec une coupe qui n'avait rien à voir. J'étais un peu dégoûtée. Au final, j'ai trouvé un tuto sur internet de la coupe que je voulais, je l'ai fait et ça ressemblait beaucoup plus à ce que je voulais. Donc voilà, j'ai économisé 130 € de plus, quoi. C'est une question qu'on vous pose souvent, hein. Comment on fait pour trouver un bon coiffeur quand on a des cheveux texturés ? Alors, il faut quand même choisir un coiffeur qui est spécialisé pour les boucles. Il y a des salons qui s'ouvrent de plus en plus. Il y a notamment les salons La Belle Boucle qui ouvrent un petit peu partout en France. Il y a Studio Hair by Anissa à Paris, mais c'est vrai qu'ils sont tous concentrés à Paris. Il y en a un dont j'ai oublié le nom. J'ai complètement oublié son nom, mais il y en a qui ouvrent en tout cas de plus en plus. Et surtout, Farida B qui était l'ancêtre de... Aussi. Ouais. Et quand je dis l'ancêtre, c'est elle qui est la première à arriver sur le marché. Hein. Ouais, il y a Elodie Euston aussi sur Paris. Enfin bon, il y a plein de coiffeurs. En fait, je pense qu'il faut vraiment regarder les réalisations, regarder les avant-après sur les réseaux sociaux des coiffeurs et se dire, est-ce que ce résultat me plaît ? Mais sur plein de coupes, il faut vraiment regarder plein de coupes, plein de textures de cheveux. Et si on voit effectivement que sa texture de cheveux n'est pas représentée, ça sera peut-être pas pertinent d'y aller, ou en tout cas, voilà.
je peux comprendre une certaine réticence en tout cas. Bien, vous lavez les cheveux combien de fois par semaine? Une fois par semaine. D'accord, c'est ce que vous appelez votre routine capillaire? C'est ça. D'accord. Ça fait pas beaucoup une fois par semaine? Bah, c'est suffisant. Pour mon type de cheveux, c'est largement suffisant. D'accord. Il y a des types de cheveux qui se lavent les cheveux juste 2 fois par mois, donc une fois toutes les 2 semaines. Ouais, bien sûr. Les cheveux crépus, entre autres, c'est des cheveux qui... alors après, tout dépend des individus, hein, pareil. Mais il y a des cheveux, effectivement, qui se lavent toutes les 2 semaines et c'est amplement suffisant. Et il n'y a pas de problème de pellicule. En tout cas, tant que le cuir chevelu est sain, qu'on n'a pas de gêne, qu'on n'a pas de démangeaison, on peut ne pas le laver si ça nous convient. Alors quand vous vous lavez les cheveux, vous les lavez, donc c'est pas, c'est pas juste un shampoing. Vite fait. Ah non, ça dure 1 heure. Ah oui, d'accord, ça consiste en quoi donc Donc en général, je me prédémêle les cheveux avec une brosse très très souple en poil de sanglier pour enlever les gros nœuds si j'en ai beaucoup. Je fais un shampoing classique. Je fais peut-être 2 shampoings si vraiment mes cheveux sont très sales, que j'ai fait beaucoup de sport ou j'étais dans un environnement un peu poussiéreux, etc. Ensuite, je fais un après-shampoing ou un masque, ça dépend. Je démêle mes cheveux avec l'après-shampoing. Puis moi, je vais utiliser mon bol, je vais rincer l'excédent d'après-shampoing dans le bol, je vais venir scruncher, donc faire un geste qui remonte tout en froissant, entre guillemets, mes boucles pour les définir. C'est-à-dire qu'on laisse tremper ses cheveux dans le bol. Alors, en gros, non, c'est pas ça? Si, c'est un peu ça, en fait. Je rince l'excédent de l'eau dans le bol, je viens prendre le bol, j'ai la tête à l'envers, et je viens tremper mes cheveux dedans. Ensuite, je repose le bol, je viens scruncher avec mes mains, donc froisser mes boucles pour sortir l'eau. Je retrempe mes cheveux dans le bol, je rescrunch. De toute façon, si jamais il y a des QR codes dans le livre pour voir les bons gestes. Après, il y a le tuto. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, juste ce geste-là, tout simplement, de retremper dans le bol et de scruncher, bah, ça définit mes boucles hyper rapidement, hyper facilement. Et en plus de ça, c'est vraiment économique puisque j'utilise beaucoup moins de produits après. Donc je fais ça. Après, je fais un plopping, donc je dépose mes boucles à plat dans une serviette. Et ensuite, je laisse poser ça 10 minutes et je viens appliquer une crème sans rinçage et une gelée hydratante pour fixer mes boucles et les nourrir. Et après, je sèche et voilà, c'est fini. D'accord. Le bol, c'est de vous ou Alors, le bol, c'est une influenceuse, je crois, qui s'appelle Power by Domi, si je ne dis pas de bêtises, qui avait justement montré cette méthode de base pour les porosités faibles. En fait, les porosités faibles, c'est qu'elles ont du mal à tolérer des soins qui restent sur leur fibre capillaire, ça graisse, ça poisse. Et justement, les porosités faibles peuvent utiliser la méthode du bol, mais pas avec leur après-shampoing, avec leur crème sans rinçage. C'est là la nuance. Pourquoi? Parce que c'est pas compatible? Parce que justement, ça allège. En fait, c'est trop lourd pour leurs cheveux. Et donc, en fait, le fait de diluer dans de l'eau, de scruncher, de diluer, et après, par exemple, juste d'appliquer une gelée fixante ou une mousse coiffante fixante, c'est largement suffisant pour un cheveu ondulé peu poreux. Là où moi, comme j'ai une porosité plus élevée, je peux faire ça avec l'après-shampoing, et ensuite je peux mettre du leave-in et de la gelée coiffante. C'est la petite Gabi qui est avec nous. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Alors YouTube. Tout à fait. Parce qu'elle est énorme, votre chaîne YouTube à vous. Hein. Oui, enfin, quand je dis énorme, vous avez beaucoup de vidéos à contenu en fait. Ah oui. Parce que votre Insta renvoie sur la chaîne YouTube. Oui, exactement. Mais c'est vrai que YouTube, c'est mon média favori parce qu'on peut expliquer beaucoup plus longuement aujourd'hui que sur des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram où les formats sont beaucoup plus courts. En quoi la discrimination capillaire existe-t-elle aujourd'hui? Partout. Enfin, même quand on voit que récemment, on a passé une loi à l'Assemblée nationale pour justement éviter les discriminations capillaires, c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont victimes et c'est terrible. Enfin, c'est un peu partout. Déjà, ça commence à l'école avec, moi je sais qu'on m'appelait la touffe, le mouton. Ah, tu prends trop de place, parce que mes cheveux étaient beaucoup plus larges avant, ils étaient beaucoup plus mousseux. Et donc ouais, c'est plein de petits surnoms comme ça, où forcément, ça peut effectivement jouer sur l'estime de soi, selon la personne. Ou alors, notamment, on l'a récemment entendu chez certaines influenceuses qui qualifient les cheveux crépus de balai à chiottes. Enfin, c'est encore des trucs... c'est terrible d'entendre ça encore aujourd'hui, mais bon... C'est malheureux, mais ouais, ça passe notamment par là. Et il y a beaucoup d'employeurs aujourd'hui, notamment dans les domaines du luxe, qui ne tolèrent absolument pas les cheveux, ne serait-ce que bouclés. Donc je parle même pas là des cheveux frisés et des cheveux crépus. Vous revendiquez ce droit, si vous voulez, de vous balader dans la rue avec les cheveux mousseux, exactement, qui prennent beaucoup de place, beaucoup de volume. Ouais, c'est vrai que c'est... En fait, quand on revient un peu dans... Coiffer, décoiffer. Coiffer, décoiffer. En fait, dans les années 80, c'était la mode. Quand on regarde Mariah Carey, quand on regarde... j'ai oublié son nom, j'ai un trou.
Là, on a 15 minutes pour retrouver son nom. Ouais, mais... Elle, chanteuse, danseuse. Julia Roberts, qui à une époque avait les cheveux justement bouclés, volumineux, pas forcément très définis. Elle a tout fait sur ses cheveux. Oui, elle a tout fait. Moi, je suis étonné qu'il lui en reste encore, d'ailleurs. Ah bah, elle a une bonne nature. Ah non, parce qu'elle a tout fait, toutes les couleurs, toutes... ouais. Non, et c'est vrai qu'on se rend compte que dans les années 80, c'était, entre guillemets, beaucoup mieux toléré. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a ce dogme du cheveu lisse, du cheveu raide. Il faut qu'il soit professionnel, entre guillemets. Il faut qu'il soit bien, entre guillemets, dans les cases. Il ne faut pas qu'il déborde, il ne faut pas qu'il dépasse. Il faut qu'il soit bien, comme ça, plaqué dans le chignon. C'est vrai que... Oui, les Kardashians, ils sont quand même pour beaucoup, quand même. Ça... Mondialement, elles ont influencé, quand même. C'est vrai qu'il y a ce... Il y a quand même une grosse représentation des Kardashians, en tout cas sur le cheveu long, lisse. Avec l'arrêt au milieu. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et forcément, comme elles ont un impact si conséquent, ça a influencé beaucoup de jeunes femmes. Et on peut pas leur en vouloir, quoi. Mais c'est vrai que quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui démontrent, entre autres, que les défrisages augmentent le cancer de l'utérus, notamment chez les femmes noires, c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en perspective. C'est les produits, produits qui sont utilisés. Exactement. D'ailleurs, dans le défrisage et le frisage, ça doit être à peu près les mêmes produits, pour ce qu'on appelle les permanentes. Exactement, c'est les mêmes produits. On a quelque chose qui va casser les ponts de disulfure. On peut avoir aussi du formol dans certains lissages ou des substances, en tout cas, qui, lorsqu'on a une réaction avec la chaleur, donc avec les plaques, quand on les passe, ça fait des émanations, des vapeurs que du coup les coiffeurs et les clientes respirent, et ça cause entre autres beaucoup de maladies professionnelles comme l'asthme chez certains coiffeurs. Ouais. Donc la discrimination capillaire, même si aujourd'hui on peut voir ça d'un œil un peu est-ce que c'est si grave, au final ça a des répercussions sur la santé. Alors, jour 1, vous lavez les cheveux, qu'est-ce que vous faites après ? Pas grand-chose. Non, mais vous entretenez ? Comment Non, alors moi, c'est la particularité, c'est que là, ça fait 3 jours que je ne me suis pas coiffée. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se voit. Non ? Je ne ferai pas de commentaires. Voilà. Donc, non. En tout cas, vous êtes bien coiffée. Je sais pas, là, comme j'ai un peu couru pour venir, je me suis attachée les cheveux à la va-vite. Mais non, c'est vrai que une fois que j'ai fini ma routine, en général, je fais rien pendant 3-4 jours. Parce que mes cheveux, avec l'effet carton, notamment de la gelée coiffante, le cheveu, il va venir... expliquer ce que c'est que l'effet carton. Alors, l'effet carton, c'est... notamment quand on met beaucoup de gel, quand on veut avoir une très très belle définition, on va avoir la main un petit peu plus lourde sur des soins type mousse coiffante, type gelée coiffante, pour justement bien figer la boucle. Et en fait, les jours suivants, la boucle va se défaire. En fait, le cheveu va venir un petit peu plus mousser, va venir un petit peu plus et créer du volume. Et donc en fait, dans ma routine, j'ai une évolution comme ça, où le jour 1, c'est très cartonneux entre guillemets, je vais dormir dessus. L'effet carton va un petit peu s'estomper. Le jour 2, je vais avoir un peu plus de volume. Jour 3, un petit peu plus. Jour 4, encore un peu plus. Jour 5, je vais passer un coup de brosse et voilà, je vais faire autre chose avec mes cheveux. Et comme ça, mes cheveux évoluent un petit peu comme des Pokémon chaque jour de la semaine. D'accord, mais l'effet carton n'est pas ton ennemi. Voilà, c'est ça, l'effet carton. Alors, pour certaines personnes, notamment porosité faible, avec une faible densité de cheveux, ça peut rendre un petit peu moins esthétique, puisque forcément il y a moins de quantité de cheveux, donc il y aura que quelques boucles. Mais effectivement, l'effet carton, on peut l'enlever facilement en froissant la boucle, en scrunchant sur cheveux secs. Alors aujourd'hui, vous utilisez des produits qui sont que naturels. L'offre a évolué. Est-ce que finalement l'offre est adaptée aux cheveux structurés dans le naturel ? Alors oui, de plus en plus, même aujourd'hui, les marques conventionnelles se mettent à créer justement un assortiment de produits, on va dire, avec une naturalité plus grande qu'auparavant, parce qu'effectivement, entre autres, les sulfates pour les cheveux bouclés, frisés et crépus, c'était pas du tout adapté. Ça enlevait le peu de sébum qu'on avait et qui protégeait notre fibre capillaire, donc on avait un assèchement qui était énorme. Et justement, maintenant, déjà, on a beaucoup plus de shampoings sans sulfate qui respectent cette particularité-là des cheveux bouclés. Et on commence à voir arriver en supermarché des crèmes sans rinçage, des gelées hydratantes pour fixer les boucles, même si on peut quand même déplorer qu'il y ait la présence d'alcool, l'alcool qui est asséchant en fait sur le long terme sur les cheveux. Donc la gelée coiffante, oui, mais sans alcool, c'est mieux, quoi. Donc ouais, alors vous dites qu'il faut apprendre à déjouer les astuces du marketing.
Ouais, il y en a beaucoup. À quoi il faut faire attention, par exemple? C'est quoi les attrape-nigauds? Alors déjà, et moi je me fais encore avoir, de voir un packaging avec une feuille verte dessus. C'est bête, hein, mais ça veut rien dire. On nous met une petite feuille verte, une petite noix de coco, pour nous dire que ce produit est à l'huile ou à base d'huile de coco. Par exemple, quand on nous voit à base d'huile de coco, qu'est-ce qu'on pense? Que la recette, la majeure partie de la recette est une base d'huile de coco. Et aujourd'hui, il y a des produits sur le marché qui sont vendus comme de l'huile de coco, au prix de l'huile de coco, qui ont l'odeur de l'huile de coco, et c'est un mélange de gelée de pétrole. Ça fait cher la gelée de pétrole en fait. D'accord. Et comment on s'en aperçoit Là, il faut lire les ingrédients. Il faut retourner le packaging, regarder, et en général dans la listing key, on voit. En plus, le pétrole, c'est simple parce que c'est pétrolatum. Paraffinium liquidium, la paraffine liquide, c'est du pétrole. Donc là, on recoupe facilement. Et quand on le voit arriver dans les premiers ingrédients et qu'on voit sur le packaging à base d'huile de coco et qu'on retourne, on se dit pétrolatum. Les premiers, c'est dégressif. Voilà, c'est ça. Les éléments les plus présents dans le produit sont au début. C'est pour ça. C'est ça. Ouais. Et donc oui, aujourd'hui, il y a des marques qui commercialisent des huiles de coco qui sont en réalité des gelées de pétrole. Et c'est dommage parce que, entre guillemets, pour les personnes qui veulent acheter du pétrole, il n'y a pas de souci, mais du coup, il faut le commercialiser au vrai prix. Oui. Parce que le pétrole, c'est pas... Enfin, le pétrole raffiné comme ça, c'est pas aussi cher qu'une huile de coco première pression à froid. D'accord. Pour le même prix, en fait, on peut avoir une vraie huile de coco. C'est ça qui est dommage. Donc, si on veut vraiment mettre 8 € dans ce produit, autant acheter une huile de coco. Quels sont les autres trucs où il ne faut pas se faire avoir? Il y en a tellement, mais... par exemple, des fois, il y a des shampoings qui promettent la lumière dans nos cheveux. En fait, ils vont mettre des mica synthétiques à l'intérieur. Donc, c'est de la poudre brillante. Donc, ouais. Et donc, ils mettent ça dans le shampoing, on se lave les cheveux. Et donc, on a un résidu de poudre brillante sur les cheveux. Mais nos cheveux ne sont pas plus brillants, c'est juste artificiel, par exemple. Ça, c'est des petits détails. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Sauf que, sur le coup, on a un effet brillant, quoi. Oui, sur le coup, on a un effet brillant. Ouais. Par exemple, les huiles. Les huiles, ça, c'est leur grand truc. Tout à l'heure, on parlait de l'huile de coco, qui est plus un beurre qui est solide. Souvent, on a des choses qui s'appellent huile super majestueuse, ultra rare, de la fleur, de je sais pas. En fait, la problématique, c'est que la majeure partie de la composition sont des silicones. Donc, les silicones, on les utilise pas, chacun fait comme il veut, en sachant que les silicones, c'est quand même les meilleures huiles pour protéger les cheveux des lissages réguliers, on va dire, des plaques. Ça résiste très bien à une température très haute. Donc ça a une pertinence, effectivement, dans l'utilisation d'un lisseur. Par contre, acheter une huile de 34 € les 50 millilitres, qui sont des silicones qui sont très peu chers à produire, bon, c'est vrai que... voilà. Le marketing, il joue beaucoup. D'accord. L'huile d'argan, par exemple, aussi. Souvent, à l'huile d'argan. Voilà, à l'huile d'argan, on va nous mettre l'huile d'argan en toute fin de composition key, c'est-à-dire que s'il y a 1% d'huile d'argan, c'est le bout du monde dans la composition, quoi. C'est fascinant de voir à quel point le marketing peut nous faire passer des vessies pour des lanternes. Et ça, c'est quelque chose qui... en tout cas, moi, dans le début de ma transition capillaire, ça m'a beaucoup... ça m'a beaucoup fatiguée de me dire mais c'est pas possible, pourquoi il y a autant de marques qui font ça, quoi? Pourquoi elles font pas les choses bien dès le début? Parce que commercialiser une huile d'argan, c'est assez simple. On prend de l'huile d'argan. Mais c'est rare. On met de la vitamine E. C'est rare l'huile d'argan. Ouais, bien sûr. Mais ou alors, mais bon, c'est vrai qu'ils veulent vendre, quoi. Il y a vraiment cette velléité de vendre à tout prix, et on se rend bien compte que l'éthique parfois passe un petit peu à côté, quoi. Quelle est l'innovation de produits dont vous ne pourriez plus vous passer aujourd'hui? Bonne question. En fait, je ne sais pas s'il y a réellement d'innovation, parce que moi, tous les produits que j'adore, c'est des produits qui sont entre guillemets ancestraux, comme le henné. J'ai jamais eu un effet aussi incroyable dans mes cheveux avec du henné, alors que ça existe depuis des centaines de milliers d'années. Le gel de lin, qui est très très peu cher à faire, qu'on peut conserver dans son congélateur pour 3 fois rien. Pareil, le sucre, le combo sucre plus gel de lin, sucre plus eau, on fait une laque. Ça, c'est les astuces de ma grand-mère. À l'époque, elle était assez pauvre, et donc du coup, elle n'avait pas de quoi acheter une laque. Donc elle prenait de l'eau et du sucre, et elle se plaquait les cheveux avec de l'eau et du sucre, et ça fonctionnait très bien. Votre grand-mère qui se lavait les cheveux au savon de Marseille. Voilà, c'est ça.
et qui mettait du Saint-Doux sur les pointes. Une autre époque. Ah non, parce que le savon de Marseille, franchement, ça sèche le cheveu. Hein. Ouais, ça sèche un peu. Ouais. Et du coup, elle se rinçait les cheveux au vinaigre de cidre pour contrecarrer. Ah, ils avaient quand même trouvé qu'il fallait. Bah oui, parce que en fait, le savon de Marseille, il y a des composés à l'intérieur qui ont tendance en fait à accrocher le calcaire sur le cheveu. Et donc en fait, c'est pour ça que des fois on peut avoir un effet un peu poisseux, un peu bon. Et en fait, le vinaigre va justement permettre au calcaire de s'évacuer du cheveu. Donc ça, c'est hyper intéressant de l'avoir en tout cas dans sa routine. Qu'est-ce qu'on appelle un concept de marque blanche ? Les marques blanches, ça c'est passionnant. En fait, c'est des laboratoires qui proposent des formules toutes faites. Admettons, je veux commercialiser un shampoing. Et ben, je peux choisir de le faire formuler par un formulateur indépendant. Donc, je vais dire bonjour, comme une baguette, par exemple. Vous allez voir un boulanger et vous lui dites, bon, bah voilà, je voudrais une baguette avec plein de graines, plein de trucs, plein de machins. Donc, il va vous faire une recette du pain sans gluten, par exemple. Une baguette. Donc là, on va aller chercher quelqu'un de très spécifique. En revanche, si je veux juste commercialiser une baguette vraiment pas chère, basique, où il y a plus de vent qu'autre chose dedans, et ben on va aller en général chez ces laboratoires. Ils ont des formules toutes faites. Ils nous expliquent qu'on peut effectivement rajouter 2-3 bricoles histoire de personnaliser le produit. Et on a finalement beaucoup de shampoings qui se ressemblent sur le marché, qui ont exactement les mêmes effets. Et on peut marketer ça super cher comme pas super cher du tout. Et en fait, les laboratoires, ça leur permet de rentabiliser une formule. Mais qu'est-ce qui change ? L'odeur, enfin peut-être. On peut personnaliser. Voilà, on personnalise globalement la sensorialité. On peut ajouter, je sais pas moi, une goutte de glycérine en plus, mais globalement, oui, c'est plus la sensorialité, peut-être la couleur du shampoing, la transparence. Enfin, ça va dépendre si on veut quelque chose de plus épais, moins épais. Mais oui, la formule reste globalement la même. Et ils ont une déclinaison de choses qu'on peut ajouter dedans qui vont matcher. Et en fait, ils ont des formules comme ça toutes faites et ça leur permet de maximiser les profits. Nous, d'avoir un produit qui a déjà passé les tests sur le marché, puisque du coup, c'est le laboratoire qui fait tous les tests, les DIP, tout ça, etc. Et donc oui, ça va beaucoup plus vite dans le processus de création de produits, parce qu'une formulation de un seul produit, c'est minimum 1 an, 1 an et demi. Minimum. La petite Gabi, alors on vous retrouve sur les réseaux, votre chaîne YouTube, sur Insta. Alors, votre livre vient de sortir, on le remontre à la caméra, cheveux bouclés au naturel chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On est arrivé ? Ah oui, déjà ? Bah ouais, ah là c'est fini là. Ah oui. Ah non, là en vrai c'est fini là. Là c'est bon. C'est bon, c'est fini, bon mais... mais vous aviez qu'à arriver plus tôt. Bah oui. C'est pour ça. Allez, vous avez écouté l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Très belle journée santé sur Beurre FM.